Le sujet de cette conférence a l'intitulé « Les lieux blancs, les trous noirs ». Dans le contexte de l'art contemporain, cela peut être caractérisé par des approches différentes. Je voudrais utiliser la métaphore avec la technique de la vis et la peinture avec l'encre. Parce que par cette technique, je voudrais remplir ces lacunes entre les lieux blancs et les trous noirs. On sort des journaux, des magazines chinois où cette technique est utilisée. Donc, c'est le dialogue que je veux essayer de vous présenter. Vous savez bien qu'en Chine, la peinture traditionnelle a une longue histoire derrière elle et il s'agit d'une grande richesse dans le langage indépendant, dans le langage qui est différent du langage des peintures européennes. Mais pendant de longues durées, peut-être depuis la moitié du 19e siècle, ce langage s'est perdu de plus en plus parce que c'était dû au fait que les étudiants de nos théories, de nos techniques n'avaient plus l'impression de pouvoir proposer quelque chose de plus frais, de plus nouveau dans ce domaine à l'ère actuelle. Donc, nous avons dû faire face actuellement. Qu'est-ce que l'art moderne devrait représenter? Quelle méthode, quels outils il faudrait utiliser? Si on renonce aux techniques anciennes, aux procédés anciens, on pourrait encore parler du lavis et de la technique de la peinture avec l'encre. Ce sont les bonnes questions. Les artistes ainsi que le public deviennent de plus en plus en lieu blanc. Donc nous n'avons pas su quel chemin entreprendre. La valeur ou le poids de la traduction et la pression de changement ont créé la marge de manœuvre pour un développement pareil. En même temps, il y a eu des trous noirs qui ont commencé à être de plus en plus fréquents. Nous avons devant nous un grand défi, essayer d'éliminer ces trous noirs, essayer de regarder les valeurs traditionnelles d'une autre façon et essayer de chercher la nouvelle motivation, les nouveaux critères pour l'art contemporain. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui parler de deux sujets. Le premier sujet est lié avec les bases de cet héritage, de cette tradition pour l'actualité. C'est quelque chose qu'il faut excaver de ces trous noirs. C'est la première question que je me pose. C'est le langage chinois. Notre langage est complètement différent des autres langages ou de la plupart de langages européens. Ici, nous avons le langage qui finalement est créé par des lignes. La première question est donc répartie en 3 points, en 3 pas. Le premier point, la ligne. C'est le premier aspect de notre écriture, de notre langage.
vous voyez que cette écriture est très vieille parce que ce pergament, ce document est vieux de plus de 5000 ans. Il s'agit de l'écriture qui se trouve sur une vase. Vous voyez la calligraphie, les lignes. Et à droite, vous avez la peinture sur le mur. Tout cela a survécu des milliers d'années. Et vous voyez que tout cela est composé par des lignes. C'est clairement visible. La seconde étape, éventuellement le second point. Il ne s'agit pas de la forme idéale. Le plus essentiel, c'est le fait d'essayer de nouer une certaine relation ou de créer une certaine association entre ce qui est et ce qui n'est pas. C'est la relation qui est créée par cette ligne, sans égard de le type de support qui va s'utiliser dans l'art contemporain. Notre ligne restera toujours une ligne faite par main. Et puis l'encre, le ton de l'encre, la possibilité de créer cet espace. Il s'agit du remplacement de la forme. Nos couleurs ne sont pas les mêmes comme dans les pays occidentaux. Nous préférons la couleur de l'encre. Nos maîtres disent toujours que l'encre donne la possibilité à créer 5 couleurs. Et c'est largement suffisant pour nous. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une grande différence parmi nous et les pays occidentaux. Vous avez la possibilité de voir le ton différent de l'encre qu'on utilise. Troisièmement, les espaces vides et les espaces pleins. Donc les lieux pleins et les lieux vides. Chaque peinture, chaque œuvre a suffisamment de place libre pour pouvoir inventer des choses, pour pouvoir stimuler l'imagination. C'est souvent présent dans les peintures chinoises, cette partie prédominante de l'espace libre. Chez nous, on dit plus il y a de l'ambiance, de la place libre, plus il y a du point de cette peinture. Plus le tableau est plus vivant, plus beau. C'est notre théorie chinoise. Donc, ce sont les 3 points qui sont importants pour nous. Ce sont les 3 axes que je voudrais excaver, sortir de ces trous noirs. Ce sont les 3 choses qui sont pour nous, les Chinois, importants, qui nous sont utiles pour la peinture. Dans le cadre de la peinture, ces outils resteront toujours l'essentiel pour notre travail. Bien sûr qu'il y en a beaucoup plus, mais ce que je viens de dire, c'est l'essentiel de notre peinture. Et maintenant, on va voir les éléments de la tradition culturelle. On peut le voir aussi comment ils sont importants aussi aujourd'hui. Je vous montrerai quelques exemples des œuvres des artistes contemporains. Le premier exemple a une signification très haute pour la période d'aujourd'hui, pas seulement dans le cadre
de la traduction, mais aussi de la qualité. Voilà, vous voyez ici une installation particulière, audio-visuelle, c'est-à-dire avec des lumières et avec des sons, qui est faite par plus que 2000 tubes néons. Il s'agit donc d'ampoules de néon qui s'allument pendant 7 heures. Et voilà le résultat après 7 heures, après les 7 heures d'allumage. Ça, c'est le résultat final. Nous voyons donc ici, encore une fois, une ligne des maîtres traditionnels. Et l'artiste a essayé d'une façon particulière de montrer un paysage. Et encore une fois, il utilise le trait, mais d'une façon moderne. Voilà, c'était le premier exemple. Maintenant, le deuxième exemple. L'artiste ici nous montre des montagnes, mais il ne le fait pas à travers la peinture, mais à travers en déchirant du papier. Donc avec du papier déchiré. Et cet artiste qui s'appelle Kyo Deshu, il a mis des différentes couches de papier l'une sur l'autre et donc il a créé une technique complètement différente. Et quand on cherche la signification de l'ouvrage de cet artiste, nous voyons qu'il s'agit d'un artiste qui a travaillé pendant 30 ans avec le papier, souvent avec du papier noir et blanc, mais aussi avec du papier coloré, et il a trouvé tout le temps les fissures. Qu'est-ce que ça veut dire, des fissures, des trous? Symboliquement, ça signifie, on peut les comparer aux fissures, aux trous culturels, et aux trous sociaux, et aussi aux trous dans la vie de tous les jours, dans la vie personnelle. Donc il ne s'agit pas seulement d'une présentation, mais ce qu'il veut montrer, c'est les trous. Et voilà, c'était ce que je voulais montrer à propos de la peinture d'aujourd'hui en Chine, l'utilisation des pinceaux. Et il y a toujours une qualité. Vous voyez, c'est une qualité abstracte, mais il y a toujours une autre qualité. Et maintenant, encore une autre chose importante pour la modernité. Ici, nous voyons une vision poétique dans une œuvre de Cai Xiaosong. C'est-à-dire, encore une fois, un paysage qui est composé par plusieurs parties. Donc vous voyez, il y a les images d'un poème. Il y a des questions spirituelles qui sont liées à la peinture traditionnelle. On en parle souvent. Voilà, encore, vous voyez dans cet exemple de Cai Xiaosong, qu'il a utilisé 54 pièces pour former cette installation d'encre. Il s'agit de sphères qui sont mises dans une projection telle qu'il y a un écho, il y a des relations, des rapports entre les sphères. L'œuvre s'appelle Planète. Elle est une œuvre interactive qui forme une communication interactive avec les spectateurs, l'utilisation des espaces pour montrer les planètes. Donc vous voyez le travail avec les spectateurs. Et encore, on a un autre exemple, toujours un artiste moderne, contemporain, où la peinture a deux couches. La première couche est plutôt traditionnelle. Il s'agit du lavis, de la technique du lavis. Et vous voyez ici, il y a un paysage. Et la deuxième couche, dans la deuxième couche, l'artiste a utilisé le papier. Et il a utilisé aussi
il a utilisé aussi de l'encens pour donner aussi de l'odeur. Donc vous voyez que il y a un petit espace et dans la première couche, il y a un fond assez grand, assez large. Et encore une fois, on a l'utilisation de l'écriture. Mais c'est une écriture sans signification. Vous connaissez pas l'écriture chinoise, bien sûr. Vous pouvez penser qu'il s'agit d'un poème. Mais non, il ne s'agit pas d'un poème. C'est juste des sinogrammes comme ça, au hasard. Donc c'était un deuxième exemple. Et maintenant, on passe au troisième exemple, une œuvre de Ren Hyaren, où on voit la plasticité. Et ici, il y a des différences avec les peintures classiques. Aujourd'hui, il y a des compositions qui ont une histoire assez longue. On a utilisé, pendant longtemps, on a utilisé des pinceaux particuliers avec des poils très longs. Mais ici, nous voyons une œuvre différente où au centre, nous avons une colonne qui se tourne et où on utilise un projecteur, et puis les autres colonnes qui sont aux côtés représentent les 4 saisons. Et ici, on a utilisé la technique de la touche. Et puis, il y a aussi le système solaire, hein, où il y a 12 images. Voilà. Il s'agit d'une œuvre qui est dans notre musée national, s'appelle Tianzu, de l'artiste Ren Hyaren. Et puis, il y a aussi une autre œuvre d'un artiste jeune qui a utilisé des touches de l'ordinateur. Et vous voyez ici, vous avez l'impression qu'il s'agit de simples touches. Mais si vous voyez tout ça de loin, à distance, vous voyez qu'il y a une œuvre d'un ancien artiste chinois, c'est-à-dire des montagnes. Vous les voyez de loin. Et donc, je voulais vous montrer comment les artistes contemporains travaillent, comment ils travaillent aujourd'hui avec la technique de la touche. Et encore, toujours en parlant des artistes contemporains, il y a la volonté de créer des relations entre ce qui était entre l'ancien et le nouveau. Donc, comme message, on part des messages du passé, on peut les exploiter, les utiliser pour donner une signification majeure à tout ce qui est moderne, à tout ce qui fait partie du monde d'aujourd'hui. Les moyens actuels, le jeu, l'expression à travers les moyens modernes. C'est pour ça qu'on dit que l'innovation, tout ce que les artistes ils font, les moyens innovatifs ou l'utilisation innovative des instruments, des méthodes, ce sont des choses que sont appliquées. Et les relations aussi sont des relations appliquées. Pour nous, l'exposition, il y a une question, c'est une question de communication avec de nouvelles expériences visuelles, avec de nouveaux rapports, avec de nouvelles circonstances. Les anciens maîtres n'utilisaient pas les images des oiseaux ou d'autres éléments d'un premier plan, mais ils voulaient exprimer leur identité personnelle, les questions sociales. Et il faut se demander quoi voulons-nous exprimer? Quoi voulons-nous exprimer à travers notre identité, dans notre société? Les vieilles
techniques, les vieilles théories se renouvellent. Des fois, les gens se demandent comment c'est la situation avec la théorie de l'art en Chine. Et moi, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse prête. Il y a toujours une certaine confusion. Et voilà, c'est pour ça que je pense que le dialogue entre les lieux blancs et les trous noirs, voilà, c'est ça le défi pour nos artistes, mais aussi pour notre théorie. Donc nous ouvrons un nouveau chapitre de notre art contemporain en ce qui concerne la théorie de l'art. J'ai travaillé à ce projet pendant toute l'année. Je vous ai présenté seulement quelques points de ma recherche pour que vous sachiez quel type d'œuvres forment aujourd'hui, sont produites aujourd'hui par nos artistes à travers aussi la nouvelle technologie et une nouvelle utilisation de la touche. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ta présentation et je veux demander s'il y a des questions. Yeah, I 100% agree, Mr. Lin. Je suis tout à fait d'accord avec Madame la professeure parce que en ce qui concerne le lavis traditionnel. Mais j'ai aussi une autre question. Pouvez-vous nous expliquer ou bien expliquer aux Occidentaux quelque chose sur l'art chinois? Par exemple, en premier, est-ce que vous pensez que comment on utilise les éléments de l'écriture dans le lavis chinois? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, quelle est la situation avec le lavis à niveau local? Et puis, il y a aussi une troisième question. Quels sont les nouveaux éléments du lavis chinois? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de différent par rapport à la tradition? Et si oui, dans quelle façon? Pouvez-vous nous montrer des exemples ou bien nous citer des exemples des éléments nouveaux du lavis? Ok, c'était beaucoup de questions. Je ne sais pas si j'ai tout compris. Je ne sais pas si j'ai bien compris la première question, mais en ce qui concerne l'art contemporain en Chine, la situation est très diversifiée. Et il y a les installations, les vidéos, c'est une chose, l'art digital, c'est une chose, mais puis il y a aussi d'autres éléments, comme en Europe aussi ou comme ailleurs dans le monde. Et en ce qui concerne la touche, là, je pense qu'il s'agit d'une spécificité, parce que chez nous, en Chine et surtout en Asie, c'est une chose qui a une très longue histoire, qui est une partie très intense de l'art chinois. Donc, il ne s'agit pas seulement de la peinture de la touche, mais il s'agit du monde entier de l'art chinois dans le cadre du lavis. La deuxième question, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous avez demandé qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'art en Chine? Et quelles sont les questions nouvelles? Donc, s'il est important de ne pas travailler avec l'encre de Chine, moi je ne suis pas une artiste moi-même, moi j'aurai des limitations, mais d'un côté il y a une connexion avec l'histoire, avec la tradition des peintures, et de l'autre côté il y a l'inspiration, donc ce qu'on veut exprimer, ce qu'on pense.
Bien sûr, il y a la connexion historique est très importante et surtout le moyen dépend toujours de l'auteur spécifique, de ce qu'il veut utiliser. Et si vous voulez savoir quelles sont les manifestations euh, d'aujourd'hui, bon, il faut dire que tous les artistes veulent être originaux. Euh, on voit comme les artistes utilisent encore le pinceau, mais chacun d'une façon originelle. Il y a des artistes qui utilisent le papier de riz ou des matériaux alternatifs. Il y a des artistes qui utilisent le papier de riz. Il y a des artistes qui utilisent le papier de riz, mais seulement d'une façon symbolique, c'est-à-dire à travers... on peut faire plusieurs exemples. Maintenant, je n'ai pas tout dans mon esprit. French from ICA USA. Merci beaucoup. Je viens de l'ICA américaine. Je voudrais juste demander est-ce qu'il y a toujours cette liaison aux inclinaisons politiques. Est-ce qu'il y a des tendances rebelles concernant les différents genres? Je sais qu'à l'époque, je l'ai trouvé dans un livre. Donc, est-ce que maintenant cela influence ces formes quand les formes sont beaucoup plus rondes? Est-ce que, au moins par la forme, vous pouvez exprimer une certaine opinion envers les questions politiques? Est-ce qu'il y a toujours cette liaison entre la rébellion et la politique en forme? En Chine, nous avons 3 catégories. La première forme, c'est l'oiseau et la fleur. L'autre, c'est la peinture figurale et puis les paysages. Ces 3 catégories de peinture, nous les avons en Chine de façon traditionnelle, mais actuellement, vous pouvez exprimer aussi des autres catégories, des autres motifs. Mais nos peintres préfèrent de peindre cela. Donc, de façon traditionnelle ou à l'époque, c'était ces motifs traditionnels. Actuellement, les artistes peignent ce qu'ils veulent. Ils peuvent même choisir le motif, ils peuvent même choisir le sujet qui les inspire. Et pour revenir à la question précédente, j'ai mentionné quelques exemples, comment dans les nouveaux médias cela vit à l'encre se développe, mais bien sûr que dans notre pays, presque la moitié d'artistes utilisent cette méthode classique. Le pinceau, le papier, peut-être que le contenu est déjà plus différent, de temps en temps aussi la forme, mais la technique traditionnelle est utilisée encore. Une autre question, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots concernant la différence entre ce texte et entre le texte ou votre allocution en chinois? Parce qu'en Chine, vous dites que en Chine, il faudrait utiliser les motifs ou les motifs chinois traditionnels ou les motifs occidentaux. Quand vous dites par exemple, le mot plasticité, c'est le concept chinois ou ça vient de l'Ouest. Est-ce que vous utilisez vos propres concepts ou vous les reprenez de l'étranger? Parce que moi, je préfère utiliser les concepts classiques, traditionnels. J'essaie d'utiliser vraiment la terminologie classique, traditionnelle, l'histoire d'art traditionnelle, ainsi que la terminologie pour expliquer des choses. Parce que ici, je n'ai pas beaucoup de temps pour mon allocution, pour mon intervention. Donc, j'essaie de sortir de ces théories
traditionnelle. Je peux vous conseiller quelque chose. Vous pouvez utiliser aussi les procédés chinois ou la forme chinoise dans cette intervention parce que cela pourrait être quelque chose qui doit être inclus. Donc, dites le mot et traduisez-le. Par exemple, la plasticité. Oui, nous avons le représentant de Taïwan. C'est bien, mais quand je dis comme mot chinois, ça ne va pas fonctionner parce que le reste du public ne comprendront rien. Qu'est-ce que je veux dire en utilisant ce mot? C'est pourquoi je préfère utiliser ces expressions occidentales parce que si je vais utiliser la terminologie chinoise, oui, je peux vous parler de la dynastie telle ou telle, mais le reste du public ne sera pas au courant de quoi je parle. Si vous voulez parler de l'art contemporain, il faut le lier avec la théorie classique, avec l'histoire classique, et après vous verrez en quelle forme cela se développe. Bonjour, je voudrais dire encore une remarque. Votre intervention était très intéressante. Vous avez vraiment utilisé les photos très explicatives. Vous parlez aussi du visuel. Et le côté visuel est assez clair parce qu'on comprend, on voit ce qui est présent, ce qui n'est pas présent. Vous avez utilisé la couleur, les formes, puis la terminologie, la manque de quelque chose, etc. Et c'était très bien traduit. Oui. Finalement, nous, en Chine, on le fait toujours comme ça, de façon traditionnelle. Peut-être que c'est différent de la façon comment vous le faites à l'Ouest. Vraiment, vous l'avez fait une belle métaphore. Comment tout cela peut être exprimé et quels sont ces parallèles avec le monde occidental. Excusez-moi, encore une question. Et puis, il faut suivre avec l'intervenant suivant. Je suis vraiment ravie de voir autant de gens intéressés, mais malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps. Oui, je vais continuer. In my opinion, I think there is some link between. Moi, je suis d'avis qu'il y a un certain parallèle, une certaine connexion entre le parallélisme abstrait et la calligraphie chinoise. L'abstractisme, pour moi, c'est un concept qui est vide. Mais est-ce que vous pouvez comparer sur la vie chinoise avec la peinture occidentale? Vous savez, c'est une question qui est très large. Bien sûr que c'est lié avec les grands sujets, avec l'identité chinoise. Pourquoi j'utilise même le mot d'abstractisme. Bien sûr que la peinture chinoise à l'origine était abstraite. C'est la qualité la plus importante de la peinture chinoise. Quelque chose qui est comparable, qui est semblable, quelque chose qui n'est pas du tout comparable. Ce sont les concepts qui représentent les bases de la peinture chinoise. Les gens de l'Ouest, quand ils expliquent la différence, quelle est par exemple la différence entre ces deux mondes? Je vous dis, je vous répète que je vous réponds que l'utilisation du matériel est l'essentiel, pas seulement le type de papier, par exemple le papier de riz ou le pinceau tel ou tel. Non, c'est la peinture chinoise qui reste sur l'espace de ce papier.